tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine économique, nous nous tournons vers les ressorts de l'Afrique pour résister face à une conjoncture mondiale en pleine turbulence. Et tout de suite, voici les grands titres de cette édition. Face à la dégradation sécuritaire et à la guerre, ces habitants du Nord Kivu persistent dans la transformation de l'huile de palme, un bel exemple de résilience. Mon seul et unique travail, c'est le commerce de l'huile de palme. Je suis déplacée, venue du village de Ngambo Yanumbu. Quand je suis arrivée ici à Béni avec mes enfants, j'ai commencé ce travail pour assurer la survie de ma famille. Réussir au Maroc, c'est un objectif qui séduit de plus en plus les porteurs de projets d'Afrique subsaharienne. L'État marocain aussi nous a donné beaucoup de faveurs en créant pour la création des sociétés, des petites entreprises, pour que aussi on ne va pas rester toujours des délinquants comme les gens pensent que les Africains qu'on ne peut rien faire. Résoudre le dilemme des paiements en Afrique, focus sur la mission de la plateforme Dual de Serge Bougda, une architecture qui a séduit les commerçants de la capitale économique du Cameroun, Douala. Et une nouvelle façon plus simple de sécuriser ces paiements, de les rendre plus rapides et bien sûr avec une expérience complètement simplifiée, nouvelle. Pour ce premier reportage, je vous emmène dans l'est de la République démocratique du Congo, un territoire particulièrement touché par la guerre entre plusieurs groupes armés. Béni, un des 6 territoires de la province du Nord Kivu, est particulièrement affecté avec un appauvrissement croissant de la population, une fatalité que les habitants ont décidé de défier à leur manière en s'investissant dans la transformation de l'huile de palme. Esprit de résilience, prise en main de moyens de production artisanale, tout cela dans un contexte sécuritaire qui menace la chaîne d'approvisionnement. Notre correspondant Daniel Michombero a voulu en savoir plus. Regardez. Nous sommes à Béni, ville de plus de 1 560 000 habitants en province du Nord Kivu. Depuis quelques années, plusieurs usines artisanales de transformation des palmiers à huile ont vu le jour et constituent une source de revenus pour de personnes déplacées de guerre. Cette huile est exportée le plus souvent en Ouganda, mais à Béni, l'huile de palme est aussi utilisée dans la fabrication des savons. Elle est également appliquée aux soins de la peau et des cheveux. Les déchets venant de ces usines artisanales servent de nourriture aux cochons, aux poules ainsi qu'aux poissons pour ceux qui possèdent des étangs piscicoles. Jeanne Mboula, veuve et mère de 5 enfants, est aujourd'hui financièrement stable et parvient à subvenir aux besoins élémentaires de sa famille grâce à cette activité. Mon seul et unique travail, c'est le commerce de l'huile de palme. Je suis déplacée, venue du village de Ngambo Yanumbu. Quand je suis arrivée ici à Béni avec mes enfants, j'ai commencé ce travail pour assurer la survie de ma famille. J'achète ici pour aller vendre aux fabricants des savons. Dans cette usine, Kakoule Benoît fait son possible pour gagner de l'argent qui lui permettra de finir de régler les traités de sa parcelle. Il fait tout de même face à plusieurs défis. Nous recevons les produits bruts que nous transformons en huile grâce à cette machine. La meilleure qualité est consommée dans la nourriture, l'autre sert dans la fabrication des savons. Il y a beaucoup de risques dans ce métier. Tu peux perdre ton bras si tu ne fais pas attention. Si tu prends de l'alcool, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut être fort et souple. Comme dans tout travail, il y a des risques, car si la courroie lâche, il peut nous blesser. Je travaille depuis 1 an. Je suis dans le processus de me payer une parcelle. La fois dernière, nous avons arrêté les travaux à cause de l'insécurité, mais je travaille dur pour payer cette parcelle. Les fabricants de savons, c'est cette usine, la société industrielle commerciale de Virunga Sikovir, fondée en 2013 à Mutuanga sur les pieds de Mont Rwenzori, dans le territoire de Lubero, en province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de francs congolais, soit 707 142 571 $ pour cette année. Non seulement l'usine fabrique des savons avec une capacité d'1 tonne par jour pour la communauté et la région, elle fournit aussi des emplois à un grand nombre de jeunes. Sikovir consomme 90% de l'huile de palme, produit
localement dans la zone de Béni. Sicovir emploie l'ensemble de la jeunesse du territoire de Béni qui, pour le moment, disons, les emplois directs créés par Sicovir, on est à 150 jeunes qui sont employés par Sicovir directement. Mais les emplois indirects, on est à plus de 2000 parce qu'il y a des activités qui se créent dans le Béni, dans le fin fond de l'Oubéro. Même, on quitte Béni, on a élargi un peu aussi notre activité économique vers l'Ituri, le Bunia. Donc, c'est toute une chaîne. Un tissu économique précieux, mais sans cesse menacé par la situation sécuritaire. Les difficultés sont énormes, hein? Elles sont vraiment énormes. Et d'abord, il y a des difficultés liées à la sécurité. C'est que Sicovir est d'abord une entreprise, comme tu l'as dit, une entreprise sinistrée. C'est une entreprise implantée dans une zone où il y a plusieurs massacres continuels. À part ces massacres dans la zone de Béni, mais aussi il y a cette guerre de M23 qui est en train d'avancer d'une manière exponentielle et que donc il y a l'ensemble de voies d'écoulement de produits et où la chaîne d'approvisionnement qui est presque coupée. Et le gouvernement doit faire un effort à sécuriser toute la population, inclus même les entreprises locales. Parce que sans la sécurité, rien ne peut être fait. Un allègement des taxes pour encourager l'investissement serait aussi le bienvenu selon la direction, car l'huile de palme reste une matière première dans la fabrication des savons dans la région et elle est aussi consommée comme ingrédient de cuisine pour les repas coutumiers. Il s'agit d'un article qui contribue fortement à l'économie de la région de Béni et particulièrement à la population la plus démunie. En ville de Béni, principalement dans la région de Béni, l'huile de palme, c'est aussi un des produits les plus, il faut le dire, produits dans la région, principalement par la population à bas revenus, comme on les appelle. Et là, c'est produit artisanalement. Et donc, il n'y a pas encore un système moderne qui puisse permettre la production de l'huile de palme dans cette région. Mais c'est quand même quelque chose, un produit qui intervient beaucoup plus dans l'alimentation des humains comme l'alimentation des animaux et qui est aussi prisé pour la fabrication des savons. Donc, en dépit du fait que c'est moins produit, ou alors produit traditionnellement, mais c'est quand même un produit qui intervient dans la vie de la plupart des gens en ville de Béni. On estime qu'elle représenterait 4 à 5% de la production nationale. Le retour de la paix dans la zone pourrait évidemment faciliter les affaires de la population de Béni, en majorité dépendante du commerce. Quant à la société Sicovir, elle vise, selon le directeur général, la vente de ses produits dans tous les pays. L'idée est de se tourner ensuite vers les marchés internationaux en développant les exportations. Et c'est juste au moment où elle est la plus nécessaire que l'aide internationale montre des signes de ralentissement. Selon l'OCDE, l'aide internationale des donateurs officiels a diminué de 7,1% en termes réels en 2024 par rapport à 2023. Il s'agit de la première baisse après 5 années consécutives de croissance. Derrière ce déclin, la réduction des contributions aux organisations internationales, une diminution de l'aide à l'Ukraine, des niveaux plus faibles d'aide humanitaire et une réduction des dépenses consacrées à l'accueil des réfugiés dans les pays donateurs. Les flux nets d'aide bilatérale des pays développés vers l'Afrique ont totalisé 42 milliards de dollars en 2024. C'est une baisse d'1% par rapport à 2023. Sur ce total, les entrées nettes vers l'Afrique subsaharienne se sont élevées à 36 milliards de dollars, soit une baisse de 2% en termes réels. Parallèlement, les négociations se poursuivent sur la hausse des droits de douane annoncés par l'administration américaine. Il pourrait rendre les exportations de marchandises africaines vers les États-Unis
beaucoup plus coûteuses. Le Lesotho, Madagascar et l'île Maurice font partie des 7 pays africains visés par des taxes de plus de 30%. Les exportations de vanille de Madagascar sont menacées. Le petit royaume du Lesotho est particulièrement vulnérable. Le ministre du Commerce, Moketi Shelile, estime que 12 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects sont en danger. La hausse des droits de douane pourrait éroder les réserves de change du Lesotho tout en limitant sa capacité à payer l'électricité importée et à louer des équipements de construction. Cette dégradation des tarifs pourrait encourager les Africains à se tourner vers le commerce intracontinental et la recherche d'opportunités dans les pays les plus ouverts aux flux internationaux. Le Maroc, par exemple, a longtemps été une terre de transit pour de nombreux Africains en partance vers l'Europe, mais désormais le royaume chérifien est devenu un véritable foyer d'opportunités et d'investissement pour des jeunes Africains porteurs de projets. Parmi eux, Lancinette Kemoko Sidibé. Notre journaliste Sayon Kourouma a suivi à Casablanca cet entrepreneur guinéen qui est en train de réussir dans la production du beurre de karité et du savon noir. Regardez. Casablanca, capitale économique du Maroc, la métropole chérifienne, est l'une des meilleures métropoles en Afrique pour le business. Pays attractif, le royaume est devenu vers la fin des années 2000 une des premières destinations du continent pour les investissements directs étrangers. Un résultat à attribuer aux avancées du Maroc dans le domaine de la création d'entreprises, de la protection des investisseurs minoritaires et du commerce transfrontalier. Lancinette Kemoko Sidibé est l'un des ses fils du continent ayant réussi sur le sol marocain en tant qu'entrepreneur étranger. Ce Guinéen dirige à partir de Casablanca sa propre unité de transformation de produits cosmétiques. Une unité dont les matières premières proviennent en partie de son pays d'origine. Voilà, c'est beurre de karité de la Guinée, de Sigiri, Cancan. Ça, c'est de l'Espagne. Ça, c'est l'huile de coco naturelle. C'est mixé. C'est mixé entre les produits parce que là, d'abord, il y a l'huile d'argan du Maroc. Là, c'est avec ça même, tous nos produits sont à la base de l'huile d'argan et le beurre de karité. À l'origine, simple commerçant ambulant au Maroc, Sidibé est aujourd'hui un chef d'entreprise qui revend ses produits dans 15 pays à travers le monde. Très dégourdi, le Guinéen s'est vite fait des relations sur le sol marocain, des contacts qui ont permis au jeune manager de créer son entreprise en 2012. Cela n'aurait pas été possible sans l'ouverture de son pays hôte vers l'Afrique. L'État marocain aussi nous a donné beaucoup de faveurs en créant pour la création des sociétés, de petites entreprises, pour que aussi on ne va pas rester toujours des délinquants comme les gens pensent que les Africains qu'on ne peut rien faire. Au lieu d'aller en Europe, pourquoi pas faire des petites entreprises au Maroc ici ou bien dans notre pays d'origine. J'encourage les Guinéens chaque fois pour faire des petites choses à leur propre compte. Avec un chiffre d'affaires actuel de plus de 80 000 €, ce business de fabrication de cosmétiques est un succès. Il a incité le jeune manager à s'investir activement sur le plan social pour venir en aide à certains Africains victimes des affres de l'immigration. Une centaine de jeunes comme Ali ont ainsi pu trouver de l'emploi grâce à cette entreprise. J'étais étudiant, mais aujourd'hui je suis, pas stagiaire, mais c'est employé maintenant. Parce que c'est pas facile du tout, surtout quand on termine les études à l'étranger, il y a plusieurs facteurs. Déjà, comment ça peut te rentrer au pays ou chercher de l'expérience à l'étranger. Du coup, grâce à l'entreprise de M. Sidibé, ça m'a vraiment beaucoup aidé aujourd'hui. Je peux dire Dieu merci. Ça aide beaucoup la communauté guinéenne ici, surtout pas que la communauté guinéenne, mais ça aide beaucoup les subsahariens vivant au Maroc aujourd'hui, qui ont terminé les études, qui cherchent un endroit où se poser, le temps pour eux de préparer leur retour au Bécaye. Et cela a été rendu possible grâce à la politique mise en place par le royaume chérifien. Le Maroc a en effet placé le développement des flux d'investissement au cœur de sa stratégie économique, d'où une politique volontariste de promotion des investissements étrangers
Les efforts accomplis dans ce domaine se sont traduits par un bilan très positif selon cet économiste. Le Maroc aujourd'hui est un pays qui est classé comme pays émergent. Depuis plusieurs années, le Maroc a qualifié le droit des affaires. Ils ont aussi rehaussé l'investissement, ils ont harmonisé les lois pour attirer les têtes, mais aussi attirer l'investissement dans leur pays. Avant, beaucoup s'en servaient comme pays de transit pour rejoindre l'Europe, mais il y en a qui aujourd'hui commencent à savoir que, oui, le Maroc peut présenter la même opportunité qu'ils vont chercher en Europe. Donc, ils s'y établissent, commencent à entreprendre une ou deux affaires et par de la chance d'aucuns y parviennent, ils s'établissent et font prospérer leur affaire. Le Royaume occupe la 3e place de l'indice mondial de l'entrepreneuriat à l'échelle de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Un classement favorisé par la capacité du Maroc à développer de nouveaux produits, à encourager l'émergence des startups et à intégrer l'utilisation des nouvelles technologies. Preuve en est sa présence dans le top 20 des destinations best cost de l'indice mondial d'attractivité industrielle par Global Manufacturing Risk Index. Comme pour dire que le Maroc est sur les radars mondiaux et tant mieux pour les investisseurs africains. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe ? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. L'instabilité récente du commerce mondial et des marchés boursiers a un impact positif sur au moins une matière première dont l'Afrique regorge, l'or. En Afrique du Sud, l'indice de référence du pays, FTSE JSE Africa All Share, a progressé grâce à la hausse du cours de l'or, dopant les actions des sociétés minières de métaux précieux du pays, telles que Harmony Gold Mining et Anglo Gold Ashanti. La Tanzanie ainsi que le Ghana et le Mali, principaux producteurs de ce précieux métal jaune de l'autre côté du continent, devraient également bénéficier de la hausse des prix. À noter toutefois qu'au Mali, le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et le groupe minier canadien Barrick Gold, exploitant du complexe de Loulo-Gounkoto dans l'ouest, un des plus importants gisements aurifères au monde. Barrick Gold a vu ses bureaux de Bamako fermés ce mois-ci pour non-paiement d'impôts d'après les services fiscaux du pays. Toujours pas d'amélioration pour le financement par capital risque des startups africaines. Selon l'African Private Capital Association, les entrées de capitaux ont chuté de 22% entre 2023 et 2024 pour s'établir à 3,6 milliards de dollars. Cette baisse constitue toutefois une légère amélioration par rapport à la baisse de 31% enregistrée en 2023. À noter, la part des investisseurs africains se renforce avec un pourcentage de financement en capital risque qui passe de 19% il y a 10 ans à 31%. La FinTech a attiré 116 transactions et levé 1,4 milliard de dollars, tandis que l'intelligence artificielle a levé 108 millions de dollars avec 42 transactions. Grâce au rôle dominant du Nigeria, l'Afrique de l'Ouest est restée la région la plus active du capital risque pour la 4e année consécutive, représentant 23% du volume total des transactions. Et c'est cette semaine que vient à échéance la date butoir du 30 avril donnée par la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, aux entreprises extractives opérant dans la zone monétaire. L'institution demande la signature de conventions de comptes séquestres pour rapatrier les fonds de restauration environnementale imposés au secteur extractif. La BEAC veut ainsi renforcer les réserves de change de la CEMAC.
Les États-Unis s'y opposent, estimant que ces fonds bloqués ne correspondent pas à la définition de réserve de change. Un projet de loi américain envisage même de suspendre le soutien américain au financement du FMI pour la région tant qu'une évaluation indépendante des réserves n'est pas réalisée. Et pendant ce temps, la révolution des paiements mobiles se poursuit en Afrique. En Afrique centrale, la fintech Dioul est aux premières loges de ces développements. Cette plateforme camerounaise de paiement dédiée aux petits commerçants a d'abord réussi à lever 3,5 millions de dollars en 2021. Elle vient maintenant de lancer une nouvelle fonctionnalité de paiement de masse, jusqu'à 500 en une seule opération pour les entreprises. Notre correspondant Aboubakar Mounchili s'est plongé dans les sources de son succès. Regardez. Après avoir travaillé en France dans le secteur bancaire et des finances, Serge Boukdar, un Camerounais de la diaspora, est revenu en Afrique pour apporter sa pierre à la construction du continent. Face aux difficultés que rencontrent les commerçants au moment des comptes à la fin de la journée à cause des multiples paiements, Amy vient une variété de services d'argent mobile et de liquidités tels que des espèces ou même des chèques. Il propose avec son associé une solution pour décomplexer les procédures dans ces transactions avec les clients. Donc, en fait, on a des entreprises qui font de façon générale dans l'agrégation de paiement. Donc, ça veut dire qu'avec une machine ou un téléphone, vous pouvez percevoir des paiements de MTN, Orange, etc. au sein d'un même téléphone ou d'une même plateforme. Donc, nous, on a voulu pousser ça plus loin. Comment on a poussé ça plus loin? C'est une fois que vous avez collecté ces paiements de divers opérateurs mobiles, nous, on vous permet d'utiliser directement ces fonds, on vous permet d'utiliser directement ces fonds pour payer votre réseau de fournisseurs directement et à la fin, une fois que vous avez terminé, vous allez remonter les fonds vers vous. Dioul, nom tiré d'un dialecte ouest-africain, est la start-up fintech qu'il a confondée pour apporter cette solution innovante à ses opérateurs sur le continent à travers une plateforme. Le nom Dioul est né pour représenter un produit qui concerne les échanges financiers, et notamment les échanges financiers des commerçants. C'est une nouvelle façon plus simple de sécuriser ces paiements, de les rendre plus rapides et bien sûr avec une expérience complètement simplifiée, nouvelle. C'est ici, à Douala au Cameroun, en plein cœur du quartier Bonapriso, qu'il a implanté en 2015 cette entreprise. Il rêve d'en faire un vaste empire continental. La plateforme et l'application qu'il a créée permettent entre autres aux commerçants d'accepter facilement dans un seul compte les paiements de leurs clients, tout type de paiement électronique, et de pouvoir avec ces fonds payer les fournisseurs ou de transférer des fonds. Une véritable révolution dans le domaine du paiement électronique. Le fait de ne plus manipuler de l'argent, parce que manipuler de l'argent, comme je dis, c'est tout le temps, c'est délicat. Et même déjà sur la qualité des billets, parce que vous venez, on vous donne des faux billets. À la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous êtes perdant, vous avez perdu beaucoup d'argent parce que vous avez des faux billets. Et avec ça, vraiment, les risques d'agression sont minimisés parce que quand vous faites le transfert de Dioul, le client fait le dépôt, vous initiez le paiement, le client valide et oui, du coup vous recevez l'argent instantanément. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez faire le transfert de votre téléphone vers votre compte bancaire. Donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin de garder cet argent dans votre téléphone. Donc du coup, ça facilite tous les paiements. Au fil des années, le nombre d'entreprises et clients de ces startups croît. Plus de 2500 commerçants ont effectué des transactions d'une valeur de plus de 120 millions de dollars au cours des 6 dernières années sur sa plateforme. En février 2021, Dioul a mené avec succès une opération de levée de fonds de 3,5 millions de dollars, de quoi satisfaire pour cette entreprise une demande sans cesse croissante et attirer de nouveaux investisseurs ou encore faire face à la concurrence sur le marché des paiements digitaux au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, avec l'interopérabilité désormais possible entre les comptes bancaires et les comptes mobiles. Cet investissement a fait de Dioul l'une des startups fintech les mieux financées d'Afrique francophone, ouvrant ainsi de belles perspectives pour la conquête du reste du continent
avec en main déjà plusieurs stratégies en projet. On a quelques stratégies sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment, mais je pense que l'idée générale est vraiment de démarcher également les grandes entreprises pour qu'elles apportent les petits, parce que bien évidemment dans un marché où c'est le parrainage est valorisé. D'autres chantiers importants attendent de cette entreprise qui veut gagner le pari de la fourniture de services innovants à un continent en pleine révolution numérique. Parmi ces défis figure l'amélioration des fonctionnalités de la plateforme ainsi que les accords de partenariat internationaux à nouer avec les entreprises et les institutions financières partenaires dans les différents pays africains ciblés. Tout cela dans le respect de la conformité aux différentes réglementations nationales. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons l'expert ivoirien de stratégie sécuritaire, Firmin Crécré. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.